Pour ce nouvel épisode des Cafés de l'INAS, nous recevons Ariane Bay. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors on connaît bien Ariane Bay, on la connaît bien par ailleurs, mais elle a aussi participé au numéro 71 des Cafés, donc tout récemment. Et elle est pour l'instant une bonne semaine parmi nous pour toute une série de présentations et d'animations. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est un peu différent. C'est une activité pédagogique, la simulation parlementaire. Alors, en quoi est-ce que la simulation parlementaire peut servir à la formation à la fois des masters en sciences de l'éducation, mais aussi aux futurs enseignants qu'on appelle agrégés encore, mais bon, aujourd'hui on sait que c'est les masters en enseignement section 4 et 5. Alors, qu'est-ce que tu fais de cette simulation? C'est quoi et d'où ça vient? D'abord, d'où ça vient? Oui. Alors, ça vient des simulations parlementaires qu'on organise pour les jeunes dans certains pays. Donc, ça a été organisé au Québec, importé, et je pense que Oui, ce n'était pas pour rien. Oui, c'est, je pense, au tournant des années 80-90, je pense. Oui. Oui. Et donc, fin des années 90, ça a été importé en communauté française à l'époque. Et ça existe toujours. C'est une semaine de simulation parlementaire pour les jeunes de 18 à 25 ans. J'y ai aussi participé. J'y ai beaucoup appris sur la politique. Et je n'avais pas été tellement bien formée que ça dans le système éducatif sur les mécanismes de la démocratie parlementaire. Et puis peut-être ce qu'on voit aujourd'hui de la politique, là, le caractère brutal, les petites piques, etc., ne rend pas justice peut-être au travail parlementaire dont il est question ici. Exactement. Quand on est immergé dans un dispositif participatif comme celui-là, on se rend compte de la complexité du métier, en quelque sorte, de l'importance des mots, de l'importance de l'argumentation politique et d'une médiation de la parole tout à fait particulière à la démocratie parlementaire et importante pour la sérénité des débats. Que veux-tu dire par là? Il y a un décorum, il y a une façon de faire? Oui, et donc ça, je le reprends vraiment dans mon dispositif. Il y a un décorum, il y a surtout l'idée que la parole est toujours médiatisée par la présidence. Donc on ne s'adresse jamais en tu à quelqu'un. On dit toujours Madame la Présidente, je m'insurge que le député X pense On devrait faire ça. On devrait faire ça. Et en tout cas, je demande et j'impose à mes étudiants de le faire, ce qui peut vraiment apaiser les tensions dans des moments justement où on se bat argument contre argument. On a vite envie de s'adresser, d'invectiver une autre personne. Et là, on est un peu interdit par le type de communication. Ce qui est aussi particulier, c'est que c'est une approche non partisane. On n'est pas affilié à un parti, on agit en âme et conscience, on réfléchit. Chacun réfléchit. Oui, exactement. C'est la grande entorse par rapport au mécanisme de la démocratie tel qu'il se pratique dans notre pays. Mais moi, ce que je veux, c'est faire participer vraiment les étudiants. Et pour ça, je ne voulais pas qu'on soit dans un jeu de rôle où ils doivent prendre la casquette d'un parti politique et défendre une position qui ne serait pas la leur. Ici, chacun vient avec sa position individuelle à défendre parce que l'essentiel pour moi, c'est de faire débattre d'éducation et de confronter les idées, de jouer, d'utiliser l'hétérogénéité des avis des participants. Ce qui en soit peut-être plus facile puisqu'on n'est pas obligé de camper, de rester sur des positions et qu'on peut sans doute avoir plus de souplesse que quand on a un carcan partisan. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et donc, alors, ça se passe comment concrètement? Il y a deux publics déjà. Il y a un public qui est plutôt des spécialistes de l'éducation et puis un public de futurs enseignants qui ne sont pas particulièrement spécialisés dans le domaine de l'éducation, ils se destinent à devenir professeurs de physique ou professeurs de latin. Oui, exact. Alors d'abord, les étudiants en sciences de l'éducation, le cours dans lequel ça s'inscrit s'appelle Dimension sociétale des pratiques pédagogiques. Donc il s'agissait de prendre un peu de la hauteur sur notamment les pratiques pédagogiques. Ces masters en sciences de l'éducation, ils ont pour mission pendant tout un quadri de préparer un décret. Et ils ne vont pas le préparer n'importe comment. Je leur demande d'utiliser plusieurs types de ressources, leur avis personnel bien sûr, mais aussi d'aller voir ce qui se passe dans les médias, les discours politiques actuels, et puis aussi leur bagage en termes de littérature scientifique en sciences de l'éducation qu'ils doivent mobiliser pour rédiger un décret. Donc ça prend la forme d'une dizaine de pages, 2 pages d'exposé des motifs où ils expliquent, ils développent un argumentaire, et puis une 15-20 articles de décret à voter plus tard. Et ça, l'exposé des motifs, c'est peut-être une pièce importante dans les décrets qu'on oublie souvent. On voit le résultat final, mais si on va sur le site du Parlement de la Communauté française, on va retrouver cette note préparatoire, cette déclaration, et ça, pour vous, c'est important. Oui, ça explique vraiment la trame. C'est vrai qu'ici, on n'est pas face à des professionnels de la politique, ni même à des juristes. Donc l'important pour moi, c'est qu'ils exposent vraiment leur argumentaire, et les articles seront à comprendre par rapport à cet argumentaire-là.
Je les entraîne aussi à communiquer devant un large public. Donc à la fois, ils ont cet exercice d'argumentaire écrit, mais aussi un exercice d'argumentation orale, puisqu'ils vont devoir défendre leur position face à un large public inconnu. Et pour ça, ça se prépare, ça s'entraîne. Et ça, tu le fais comment? C'est dans le cadre des cours ou... Oui, c'est dans le cadre des cours et j'engage un spécialiste de la communication à l'Université de Liège qui vient leur apprendre et faire des exercices. Puis, j'ai fait intervenir aussi le professeur Geoffrey Grandjean qui vient donner un cours d'argumentation politique avant cet exercice pratique avec le communicant. Donc, il y a différentes facettes de la communication politique et de l'argumentation qui sont travaillées dans le cours. Donc on se dit finalement le master en sciences de l'éducation, c'est peut-être une bonne formation pour nos politiques. Oui, il y a quelques étudiants qui se sont dit que finalement, peut-être ça les mènerait plus tard à une carrière. Non, mais c'est important dans les compétences que toutes les universités ont à développer dans le master en sciences de l'éducation. Il y a cette compétence à argumenter une position devant divers types de publics. Un enseignant n'est pas juste un pédagogue qui travaille seul dans sa classe. On parle aux parents, on parle entre collègues, on parle à des décideurs parfois. Enfin, c'est important de ne pas être qu'un exécutant, mais bien quelqu'un qui a des convictions pédagogiques à défendre. C'est ce que je leur apprends. Donc ça, c'est pour les sciences de l'éducation. Donc ils préparent des objets qu'on va discuter. Donc c'est ces fameux projets de décret. Oui. Et puis, ces projets de décret, ils les défendent pendant 2 jours de simulation parlementaire devant un public qui est le public effectivement des agrégés, pour le dire vite. Eux, ils ne sont pas formés. Je leur explique juste le dispositif en quelques minutes. Ils sont d'emblée immergés dans la simulation parlementaire. Au premier jour, je leur explique les règles de la communication, le couloir de parole, la manière de prendre la parole dans une assemblée parlementaire. Ils sont députés. Alors, ils ont préparé 4 décrets. Donc, je leur ai fait lire avant qu'ils arrivent les 4 décrets qu'ils allaient discuter dans leur simulation. Et ils sont d'emblée immergés dans le dispositif. Ça commence par une séance plénière où on discute de manière générale des décrets et ils sont tous invités à prendre la parole en donnant leur avis général sur le décret. Et puis, il va y avoir un grand travail au cœur du dispositif en commission parlementaire ou donc en plus petit groupe. Au départ, je fais des simulations de 100 personnes par 100 personnes, donc on est une centaine, et puis on se divise en 4 groupes de 25 pour discuter et amender en finesse, en profondeur le décret. Et puis le deuxième jour, on revient en séance plénière, à nouveau avec la centaine de personnes, pour réamender et discuter collectivement et puis voter finalement le décret. Donc voilà le dispositif très brièvement résumé. Et alors, ce qui me plaît aussi, c'est que je maximise les possibilités de l'hétérogénéité des participants. Par exemple, j'installe les agrégés par ordre alphabétique dans une commission en faisant des groupes hétérogènes de gens qui ne se connaissent pas nécessairement. Et donc, ils se découvrent via finalement une argumentation politique. Et ça crée parfois de nouvelles amitiés, inimitiés aussi. Ça discute aux pauses café. Je prévois des pauses café pour que les débats continuent en dehors de l'hémicycle. Pour susciter vraiment une réflexion totale de 2 jours, sans écran, sans portable, avec uniquement la volonté de convaincre l'autre. D'accord. Et donc, tu nous l'as dit, donc tu as à peu près 400 agrégés, je pense, qui sont répartis en 4 simulations parallèles. Exactement. Et puis des sous-groupes, ça fait du monde. Et les sciences de l'éducation, une centaine. Donc c'est vraiment une activité énorme qui mobilise du monde pour arriver à organiser autant de fois 2 jours qu'il est nécessaire, plus le travail préalable. Exactement, c'est vrai qu'il y a des simulations en parallèle et ça mobilise d'ailleurs des bénévoles, des assistants d'autres collègues qui me prêtent main forte parce que c'est vrai que la logistique est assez importante. Mais c'est vrai qu'elle vaut le jeu, en vaut la chandelle parce que les débats sont toujours passionnés et certains étudiants me disent parfois par après que c'était finalement la meilleure expérience qu'ils ont eue dans leur cursus parce que on ne travaille pas nécessairement très souvent de manière aussi active dans les cursus qu'ils ont eus, en tout cas par exemple les agrégés. Donc ils découvrent aussi finalement une possibilité d'enseigner autrement. Et alors je leur dis, mais volez-moi le dispositif, il n'y a pas de copyright, je l'ai pris au Parlement jeunesse. Et mon rêve serait que certains, puisque maintenant,
finalement, depuis 2013, il y a des centaines, voire des milliers d'étudiants qui enseignent dans l'enseignement secondaire supérieur, qui ont vécu le dispositif, et je rêverais que dans une école, ils se mettent ensemble et qu'ils leur organisent pour des élèves de l'enseignement secondaire supérieur. C'est tout à fait approprié. Et c'est peut-être une façon, en effet, d'aborder le problème des cours de philosophie et citoyenneté de façon active. On parle souvent de pédagogie active. Ben là, on a vraiment une situation, une solution, et elle est bien cadrée. Alors, évidemment, tu dis, ça marche. Alors, tout pédagogue qui se respecte va dire, ben, montre-moi les preuves, en quoi ça marche, et qu'est-ce que ça veut dire, ça marche, en fait? Quels sont les objectifs de cette opération? Oui, je dois répondre en deux temps. Alors, parce que les objectifs sont un peu différents en fonction des publics. Ok. Mais c'est vrai que pour les sciences de l'éducation, il y a se servir d'un corpus de littérature scientifique, le transformer en décret. Il y a cette question d'argumenter son point de vue avec ses références en sciences de l'éducation devant un large public. Et ils sont évalués, eux, sur plusieurs dimensions. Ils sont évalués sur la qualité du décret, sa cohérence, les références scientifiques. Ils sont évalués pour leur participation active à la simulation parlementaire. Puis ils sont évalués aussi via un oral individuel sur la qualité de leur argumentation orale. Donc il y a plusieurs dimensions évaluées. Et puis pour les agrégés, là c'est un travail pratique qui est lié à un cours sur l'organisation du système éducatif. Finalement, pour eux, c'est aussi une façon de comprendre très concrètement ou de discuter plus en profondeur de certaines notions qu'ils voient dans leur cours sur l'organisation du système éducatif. On va leur parler de réseau, de niveau d'enseignement ou d'accompagnement personnalisé. On va leur parler de toutes les réformes éducatives. Mais parfois, c'est en discutant sur un article de décret, en voyant le champ d'application du décret, qu'ils vont avoir l'occasion de se questionner sur vraiment leur compréhension de ces différentes notions. Mais bon, ça, je ne l'évalue pas. Finalement, pour les agrégés, j'évalue leur préparation du travail. Donc, ils vont devoir lire les 4 décrets avant d'arriver. Et pour favoriser la richesse des débats, je leur demande une demi-page d'argumentaire sur chacun des décrets. Je leur demande aussi d'aller consulter eux-mêmes de la littérature scientifique pour pouvoir argumenter. Et ce travail est évalué. Et puis alors, c'est leur participation active au TP qui est évaluée. Maintenant, alors j'ai 2 types de retours. J'ai des retours qualitatifs qui ne valent que ce qu'ils valent, des cas. Mais voilà, des étudiants qui soit ont voulu s'engager ou postuler dans des cabinets suite à cette expérience, des étudiants qui me disent c'était la meilleure expérience, et d'autres étudiants qui me disent avant, quand j'entendais à la radio le mot politique, je coupais et maintenant je tends l'oreille. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, mais c'est des données qualitatives. Mais j'ai voulu analyser l'effet que ça pouvait avoir sur les dimensions politiques et citoyennes que j'entendais valoriser aussi avec cette initiative. Et donc, il y a quelques années, j'ai créé un questionnaire sur les attitudes, les connaissances et l'engagement politique. Et j'ai fait passer ce questionnaire en pré-test, post-test auprès de mes étudiants, mais aussi avec un groupe contrôle où les étudiants de Mons, l'université de Mons m'avaient prêté son concours d'ailleurs. Et là, j'avais obtenu en effet une amélioration relativement importante du groupe qui avait vécu les simulations versus le groupe contrôle sur la perception de l'utilité de la politique. Donc l'idée que finalement les politiciens ne sont pas si feignants que ça, que c'est pas un métier si facile, tout ça parce qu'ils s'étaient rendus compte oui, peut-être potentiellement de la difficulté du métier, et également un effet sur l'amélioration des connaissances, du vocabulaire, du fonctionnement, de ce que c'est un amendement, du trajet d'un décret. Donc sur ces 2 dimensions-là, j'ai des données objectives qui montrent une amélioration. Et je n'en suis pas peu fière parce que c'est compliqué de trouver dans la littérature scientifique des dispositifs évalués qui vraiment aident à engager davantage ou à mieux faire connaître et apprécier la politique aux jeunes. C'est un vrai défi et se lève sans doute encore plus que quand j'ai commencé l'initiative. Donc là, je suis ravie de contribuer à cet objectif-là, parce que ce qui me désespère avec cet objectif commun qu'ont tous les enseignants, c'est que tout le monde est responsable normalement de l'éducation à la citoyenneté, mais parfois personne ne prend ce rôle. Et donc j'espère prendre ma part et j'espère surtout que les étudiants prendront leur part. Merci Ariane. Donc important, moi je retiens quelques idées, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés et que tu es intervenu aussi dans nos amphis, c'est l'idée qu'il est possible de redorer le blason de quelque chose qui est parfois un peu galvaudé, et parfois peut-être parce que l'image qu'on en donne ou qu'ils en donnent parfois, nos politiques, ne donnent pas envie. Et là je crois que vraiment, vu de l'intérieur, c'est un vrai travail. Alors,
c'est sans doute pas un métier, mais c'est en tout cas un vrai travail. Donc là, je crois que tu le montres bien. Montrer aussi qu'il est possible d'évaluer des choses comme l'engagement ou la volonté de faire telle ou telle chose ou de comprendre le système. Et je crois que c'est aussi très, 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 très instructif. Donc, comme chaque fois, tout ce que tu nous as apporté en dehors de ce qu'on a dit là, se trouve en dessous de la vidéo. Donc, on va retrouver les éléments que tu veux bien nous transmettre, hein. Et puis, on aura certainement l'occasion, dans d'autres épisodes, de rencontrer d'autres approches pédagogiques. Alors, nous, à l'Université de Mons, on utilise par exemple la production de podcasts comme un autre moyen, et donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais je crois que c'est important aussi de dire que les universités peuvent mettre en œuvre, comme tu viens de le démontrer, comme tu le démontres depuis 10 ans, finalement, des approches qui engagent, dans lesquelles il faut faire quelque chose, et où finalement on est sans doute beaucoup moins victime de l'intelligence artificielle parce qu'on fait, on construit, et on le fait sur la longueur. Voilà. Merci Ariane en tout cas. Avec plaisir. À bientôt.